Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur. Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. On a tous l'occasion d'aller chez Leroy Merlin pour de nouveaux rangements, des outils de jardinage, repeindre la cuisine ou même trouver de jolis rideaux. On fait un saut dans la journée ou on y traîne le dimanche car à l'instar des grands magasins, on s'y sent bien, on repère et on s'inspire. Il faut dire que depuis quelques années, Leroy Merlin joue la carte du style en soignant de plus en plus les différents rayons. Que ce soit des éliges, ultra tendance pour la salle de bain, des poignées de porte en laiton pour la chambre, des petits meubles de jardin, sympas pour la terrasse. Si l'offre est séduisante et dans l'air du temps, c'est notamment grâce aux recommandations d'Amandine Ducateux, mon invitée d'aujourd'hui, directrice du style chez Leroy Merlin et justement en charge de pimper l'offre et l'image de cette grande enseigne française. Bonjour Amandine. Bonjour Hortense. Alors, je viens de le dire, Leroy Merlin a maintenant un bureau de style dont tu es la directrice. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont pris cette décision il y a 2 ans ? Oui, alors cette décision, elle est partie de plusieurs constats, dont le fait que, un peu comme dans l'univers du prêt-à-porter, désormais en déco et dans l'univers de la maison en général, les tendances allaient beaucoup plus vite. Et que donc, il fallait se doter de moyens pour proposer à nos clients des collections dans l'air du temps. Et le deuxième constat, c'est que le client, le consommateur, est lui de plus en plus expert, puisque grâce aux nombreuses émissions de télé, à Pinterest, Instagram, etc., finalement, le consommateur, il commence à avoir une certaine expertise sur ces sujets maison. Donc, il était indispensable de se doter d'un service style. Oui, c'est vrai. C'est vrai que spontanément, on peut se dire que Leroy Merlin, c'est un grand magasin de bricolage, donc quand même rien à voir avec les tendances. En quoi c'était nécessaire, justement, ce nouveau service ? On dit service ? Oui, on dit service en interne. Alors en fait, effectivement, Leroy Merlin a un gros socle issu du monde du bricolage, mais pas que. Ça fait de longues années qu'on a aussi des clients qui viennent nous voir pour aménager leur cuisine. Ils ont un projet de rénovation d'une salle de bain. Quand les clients viennent en magasin et qu'ils s'arrêtent sur un choix de sol, ils ont besoin que quelqu'un puisse les accompagner pour leur dire quelle est la couleur qui ira bien. Et donc, c'est aussi notre rôle d'accompagner tout ça. Ok, alors Leroy Merlin, je crois qu'il n'y a pas un auditeur qui va pas connaître cette enseigne, mais quand même avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la marque ? Quelles sont ses origines ? Avec plaisir. Leroy Merlin, au départ, c'est un couple, Rose Merlin et Adolphe Leroy, qui en 1923 ont ouvert un magasin qui s'appelait Au Stock Américain, qui était donc un magasin de revente de surplus américains que les Alliés avaient laissé après la guerre. Et puis par la suite, en 1960, ils ont associé leurs 2 noms et ils ont créé Leroy Merlin et ouvert à Neux-les-Mines, dans le Nord, la première grande surface de bricolage en libre service. Alors concrètement, c'est quoi un bureau de style ? Toi, quelle est ta mission ? On a plusieurs missions au sein du service de style. La première, c'est de définir les tendances de l'univers de la maison et de les partager avec nos collaborateurs de la façon la plus pédagogique qui soit. Deuxième mission va être plutôt sur l'accompagnement des constructions de collections. Un troisième axe sur tout ce qui concerne l'inspiration. Comment on va transmettre nos collections, comment on va les rendre visibles pour le client de façon inspirante. Et enfin, la formation. On a un axe important sur le fait d'acculturer l'entreprise, que ce soit les services internes ou la force de vente, sur ces sujets d'esthétique. Ok, alors on va peut-être reprendre chacun de ces points pour entrer en détail, comme ça tu vas bien nous expliquer ton métier. Tu as dit par exemple construire, une des grosses missions, c'est construire une collection. Ça veut dire quoi, construire une collection ? Construire une collection, ça va être créer un assortiment de produits, faire des choix pour les nouveaux produits qu'on va injecter dans les collections chaque saison. Donc, on va dire que c'est des arbitrages, faire des arbitrages, identifier des besoins et travailler main dans la main avec les équipes produits pour faire les bons choix du produit le plus pertinent
sachant qu'on parle de structure de collection, parce que c'est pas un produit, mais c'est souvent des dizaines et des dizaines de produits. Oui. Toi, comment tu travailles pour créer cette collection ? Quel est le procédé ? Quelles sont les différentes étapes ? Il y a déjà l'étape inspiration. On va aller chercher les tendances. Ensuite, il y a le moment où on démarre la construction en binôme avec les chefs de produits. Donc là, on va d'abord partager avec eux sur leur structure de collection. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions du type combien de nouveautés, dans quelle famille de produits, à quel niveau de prix. Là, c'est vraiment un peu un espèce de sudoku pour identifier les besoins. Et ensuite, on va balayer avec eux ce qu'on appelle des cahiers créatifs, qui sont des outils que l'on développe et qui justement présentent les tendances. Et avec cet outil, on va construire un brief pour les fournisseurs. Un brief en images et en mots-clés. On va dire aux fournisseurs, nous, nos envies pour la prochaine saison, ce qu'on cherche, c'est ce type de produit, telle finition. On fait intervenir des designers que nous avons en interne, qui vont aussi croquer des produits. Ce brief permet à nos différents partenaires de nous faire des propositions, soit sous forme de photos, soit sous forme de prototypes. Et là, on a une autre étape qu'on fait en binôme, voire plus, parce qu'on met autour de la table aussi d'autres types de métiers, où on va faire un workshop produit pour statuer. Voilà, on va plutôt prendre ce produit à la place de celui-là, et où on va évoquer tous les critères esthétiques du produit. Alors sur le côté tendance, toi, comment tu arrives à connaître ces tendances en amont ? Où est-ce que tu vas les chercher ? En fait, il y a plusieurs façons d'aller chercher les tendances. Notre première mission, c'est celle de l'observation. En fait, on va observer et analyser ce qui se passe d'un point de vue sociologique et voir les conséquences sur l'esthétique. Ça peut paraître un peu... Alors, il y a des bureaux, on appelle ça des bureaux de tendance spécialisés en externe qui sont vraiment pros pour ça. Donc, soit on fait appel à eux, soit on observe à notre niveau. Et là, on va vraiment observer ce qui se passe partout. Dans la rue, dans les musées, les expos. On peut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres secteurs économiques, type la food, la cosmétique, le prêt-à-porter. En gros, on va être vraiment les yeux de Leroy Merlin à l'extérieur. Et de cette observation, on va dégager des grandes tendances. Des grandes tendances qu'on va organiser ensuite par image et par mots-clés sous forme d'un outil qu'on appelle des moodboards. Ensuite, une fois qu'on a ces moodboards, notre métier va consister à passer ces tendances au filtre de la marque et à faire des choix. Ça veut dire qu'en fait, l'enjeu pour nous n'est pas forcément de proposer à nos clients toutes les tendances, mais celles qui vont parler à nos clients de la grande distribution et surtout au bon moment. Et c'est exactement ce que j'allais te demander, parce que quand on parle style, tendance, on peut dire ça peut être un peu pointu, ça peut faire peur. Et comment vous les rendez accessibles ? On a plusieurs façons de les rendre accessibles. La première, ça va être la façon d'assembler les produits. On évitera toujours chez Leroy Merlin d'assembler, que ce soit sur des supports images ou sur des tables ensemblières en magasin ou sur le site internet, d'assembler des produits trop pointus. On ira chercher des produits tendances, mais on viendra les mixer avec des produits dits plus essentiels ou incontournables. On fera jamais la caricature de la tendance, je vais dire n'importe quoi, la tendance glamour. On va pas aller dans la caricature parce que Leroy Merlin n'a pas vocation à être pionnier en termes de tendance. Du coup, on va vraiment être vigilant sur ce point d'assemblage produit. Et il y a un deuxième point, ça va être de travailler sur une notion de timing. C'est-à-dire qu'on va être très vigilant sur le moment où on diffusera une tendance. On peut parfois laisser un peu de temps s'écouler entre la naissance d'une tendance et le moment où nous, Leroy Merlin, on va faire le choix de la présenter à nos clients. C'est vraiment, entre guillemets, un arbitrage pour être dans l'air du temps tout en veillant à avoir une offre qui correspond aux attentes d'une enseigne de grande distribution. C'est quoi le style Leroy Merlin ? Est-ce qu'il y a un style d'ailleurs Leroy Merlin ? Alors, je vais répondre non, parce qu'on a fait le choix de ne pas écrire un style Leroy Merlin, mais plutôt d'être une enseigne qui présente des styles pour tous. La notion de choix est très importante pour nous, compte tenu de la diversité de notre clientèle. On souhaite vraiment proposer plusieurs styles pour que tout le monde puisse trouver son bonheur chez Leroy Merlin, sachant qu'on n'impose aucun style. On n'est pas du tout dans le diktat du style du moment. Notre idée, c'est de donner des repères aux clients, d'être dans l'actualité du moment, c'est-à-dire qu'on se doit de pouvoir lui proposer ce qui est dans la tendance du moment, mais par contre, on ne laissera jamais de côté des styles qui sont peut-être pas ceux d'aujourd'hui, mais qui peuvent correspondre à plein de gens.
Et justement, chaque client, quel que soit son profil et son budget qui va chez Leroy Merlin, trouve des produits qui correspondent à ses besoins. Comment tu fais, et j'imagine que c'est l'un des challenges, tu viens d'en parler, pour réussir ça et pour t'adresser au plus grand nombre? À quel point c'est pris en compte, toi, dans ton travail? On le prend en compte de plusieurs façons. D'abord, on va utiliser pour construire nos gammes des critères de style. C'est-à-dire qu'on va proposer des produits fashion, je mets le fashion entre guillemets, le produit du moment, mais pas que. Comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de prendre des exemples concrets, on va avoir aussi des produits essentiels comme le coussin en coton piqué blanc, au même titre qu'on va proposer le coussin avec le motif abstrait, le visage en ligne abstraite qu'on voit beaucoup depuis quelques temps. Et on aura aussi des produits plus, ce qu'on appelle des incontournables du marché, qui sont des produits qui peut-être il y a 2-3 ans étaient des fashion, mais qui sont depuis devenus des incontournables. Exemple, le rideau en coton gaufret. Cette matière des langes de bébé, qui il y a 5 ans était un produit fashion, aujourd'hui c'est rentré dans nos collections et plutôt comme un produit incontournable. Mais voilà, c'est déjà cet équilibre de critères de style. Et puis ensuite on utilise une autre clé, c'est que nous avons une dizaine de clés d'entrée style. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est une clé d'entrée style? Ça va être par exemple nature, design ou industriel, pour n'en citer que 3, qui nous permettent d'assurer une notion de choix pour tous. Et justement, comment on donne du style à un intérieur? Sur quels éléments il faut jouer? Pour donner du style à son intérieur, on peut par exemple jouer sur la couleur des murs, on peut faire des choix de papier peint, choix qui sont souvent assez impliquants, mais finalement assez payants. Ça passe aussi par les sols, ça peut être des choix de parquet, de carrelage ou de tapis. Et bien sûr, les éléments de déco, tels que les textiles avec les coussins, les rideaux. On a aussi tout ce qui est objet de déco, donc là on ira plus vers ce qui est miroir, cadre, vase, photophore. Et surtout, très important, pour donner du style à sa déco, les luminaires, qui de manière générale sont vraiment des vecteurs forts de style, mais aussi d'ambiance, pour créer une ambiance. Toi, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Tout. Parce que quand on fait ce genre de métier, on développe, je pense, une hypersensibilité qui fait que aussi bien des grandes choses que des petits riens peuvent nous interpeller. Ce qui est d'ailleurs parfois insupportable pour l'entourage, parce qu'on a un peu tendance à s'arrêter sur tout. Alors ça peut être une jolie vitrine, ça peut être un motif sur une chemise, mais le motif il peut aussi être sur une tasse, ça peut être la couleur des feuilles lors d'une balade en forêt. Tout, quand on fait ce type de métier, nous inspire. Personnellement, je suis particulièrement sensible aux ambiances d'hôtels et restaurants et à la lumière de manière générale. Comment tu sais si ça va marcher ou pas? Alors ça c'est souvent la grande question. On n'a pas de boule de cristal, parfois on aimerait bien, mais il y a quand même quelques recettes. Notre métier consiste d'abord à bien connaître nos clients et à prendre le temps de l'analyse. La première clé de succès, c'est vraiment de maîtriser ces chiffres, de savoir quelles sont les performances de chaque produit et essayer d'analyser, grâce à différents indicateurs, pourquoi ça marche ou pas. Grâce à l'analyse des ventes et aussi à une certaine proximité avec nos clients et avec les équipes terrain, qui sont au contact des clients, on va chercher à identifier les besoins et les envies de nos clients. Et c'est ça qui va nous aider pour essayer d'aller vers les bons produits. Mais est-ce que tu prends des risques parfois? Est-ce qu'on peut prendre des risques chez Leroy Merlin? Alors, de manière générale, quand on crée des collections, j'aurais tendance à dire que c'est pas est-ce qu'on peut prendre des risques, mais c'est on doit prendre des risques. Ce qui n'est pas toujours facile. Ces risques, bien sûr, il faut les mesurer. Il y a des moyens de le faire. On peut, par exemple, faire des tests avant de se lancer. Mais effectivement, de manière générale, il faut prendre le risque de tenter des nouvelles choses. Si on fonctionne, alors j'appelle souvent ça fonctionner avec un rétroviseur. Si on est un peu sclérosé et que on regarde ce qui a fait les bonnes ventes d'hier, on n'ira jamais vers demain et on proposera toujours les mêmes choses à nos clients. Alors effectivement, quand il y a des nouvelles tendances qui sortent, c'est pas facile de se dire c'est la bonne ou c'est pas la bonne, les clients vont nous suivre ou pas. Je pense qu'il faut surtout rester très très humble parce que en fait, au final, c'est le client qui décide. Et il y a personne, ni la directrice du style, ni le directeur de l'offre, ni qui a la certitude absolue de ce qui va marcher. Donc vraiment, mon conseil, ma façon de fonctionner, c'est vraiment de tester. Par exemple, la tendance des papiers peints panoramiques, qui est arrivée il y a quelques temps maintenant. La première fois chez Leroy Merlin avec mes collègues du service style, on a suggéré de faire des papiers peints panoramiques. Bon,
Tout le monde nous a regardé un peu en disant mais vous êtes sûr? Non, mais ça c'est pour Instagram, c'est pour bon. On y est allé petit à petit et en fait ça s'est révélé être des cartons parce que c'était le bon produit au bon moment. Mais on aurait aussi pu être un peu trop tôt ou pas trouver le public. Justement, en termes de tendance autour de l'habitat, on parle beaucoup de slow life, d'écologie, de green. Est-ce que toi, tu ressens cette évolution et surtout comment ça se traduit dans les rayons de Leroy Merlin? Oui, on la ressent beaucoup, avec beaucoup de force et d'enthousiasme de la part des habitants. Alors, outre des produits respectueux de l'environnement et de la santé qui font depuis déjà quelques années leur apparition dans nos gammes, c'est aussi avec nos services qu'on va accompagner cette tendance slow life, notamment à travers les ateliers que nous proposons en magasin. On a par exemple des ateliers sur faites vos produits d'entretien à partir de quelques produits basiques vendus dans nos rayons, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. On va avoir aussi des comptes sur Instagram et Facebook avec le Make It Leroy Merlin qui fourmille d'idées sous forme de fiches pédagogiques pour accompagner cette tendance low life. Par exemple, fabriquer une cabane avec vos enfants. On peut fabriquer plein de choses avec les Make It Leroy Merlin. Et on a aussi des thématiques spécifiques durables avec par exemple des thématiques comment rénover un meuble. Où là, dans les ateliers qui ont lieu en magasin, des talents se révèlent en faisant renaître des vieux meubles qui, sans ça, auraient pu finir à la déchetterie il y a encore quelques mois. Et en déco, quelles sont les grandes tendances? Qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi, par exemple, cet hiver? Bon, il y en a plusieurs, mais si on focus sur deux, cet hiver, deux grandes tendances. Il y a bien sûr la tendance rétro 70, qui passe par des lignes arrondies, des bois foncés type noyer, des matières chaleureuses. Mais il y a aussi la tendance minimaliste, avec là plutôt des lignes épurées, des dessins abstraits au trait, des coloris de blanc lumineux qu'on va associer avec des coloris plus chauds, type terracotta ou brun. Voilà. Je vais focuser sur deux parce que... Oui, sinon on y passerait l'après-midi. Je t'ai pas encore demandé quel est ton parcours, comment on devient directrice du style chez Leroy Merlin. Est-ce que, je sais pas, t'es plutôt créative, école d'art, ou bien parce que t'es quand même dans une très grosse entreprise, est-ce que tu dois avoir des notions, je sais pas, économiques, par exemple? Alors effectivement, j'ai un profil un peu atypique pour ce poste, puisque je n'ai pas de bagage créatif, mais une formation école de commerce, et puis aussi une expérience, alors je vais pas me rajeunir, mais d'une quinzaine d'années dans la distribution textile et déco, où j'ai occupé différents postes. J'ai démarré acheteuse, puis j'ai été chef de produit, et puis ensuite pendant plusieurs longues années, j'ai été responsable de collection. Donc c'est plutôt un bagage marketing, stratégie et management, et une connaissance du marché de par ces 15 années que j'ai pu mettre au service de la création de cette direction style et qui m'ont été bien utiles quand je suis partie d'une feuille blanche il y a 2 ans dans une entreprise de cette ampleur-là. Ouais, parce que je demande souvent, tu parles de marché, je demande souvent à mes invités s'ils ont des best-sellers. Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être moins évident chez Leroy Merlin, mais quand même, est-ce que tu pourrais nous dire ce que viennent chercher en priorité les clients? Ils viennent plutôt pour des outils, du carrelage, de la peinture. Qu'est-ce qui se vend très bien chez vous? Effectivement, question compliquée, compte tenu de la taille de ce qu'on de l'ampleur de ce qu'on propose à nos clients. Alors, l'avantage chez Leroy Merlin, c'est qu'on peut venir pour acheter des ampoules ou des vis et ressortir avec le coloris tendance du moment pour repeindre son salon. Oui. On peut aussi venir pour construire un projet de rénovation de salle de bain et ressortir avec un barbecue. Donc, c'est un peu difficile, mais effectivement, on a des produits phares que nos clients viennent chercher, comme par exemple le carrelage métro ou la verrière atelier. On a aussi le papier peint trompe-l'œil. Voilà, quelques exemples de produits dans différents rayons qui peuvent fonctionner. Mais justement, quels sont les différents rayons sur lesquels toi tu interviens le plus aujourd'hui? Au total, chez Leroy Merlin, déjà, on a 13 rayons qui sont répartis en 4 marchés. Donc, je vais te répondre déjà par le biais des marchés. Il y a un marché avec lequel on ne travaille pas, qui est le marché de projets techniques. Tout ce qui va être bâti, confort, voilà. En revanche, on travaille avec les 3 autres, à savoir le marché projet, gros projet d'aménagement qui comprend des rayons comme la cuisine, la salle de bain, le rangement. On travaille également avec le marché projet décoratif, donc là tout ce qui va être luminaire, textile, etc. Et puis on a aussi un marché qui comprend les rayons de nos univers vivre dehors.
Donc là, on peut très bien accompagner les constructions de collections de mobilier extérieur, par exemple. Et la déco, j'imagine que tu la travailles beaucoup. J'ai remarqué que l'offre se renforce au fur et à mesure des années. C'est vrai que la déco se développe. En fait, la déco a trouvé son public chez nous. Grâce à ces nouvelles familles de produits qu'on a développées, on fait rentrer de nouveaux profils d'habitants dans nos magasins, avec des familles comme le luminaire, les miroirs, mais aussi les textiles. On va toucher un public plus féminin et peut-être un peu plus urbain aussi parfois. Et est-ce qu'il y a des rayons ou des marchés qui sont en friche, entre guillemets, qui sont vos prochaines missions ? Oui, on commence des collaborations avec des rayons plus surprenants, comme par exemple l'aménagement paysager. On a travaillé avec les merchandisers de ces rayons-là sur proposer des assortiments de produits. Tu sais, les gens qui aiment mettre dans leur jardin des cailloux avec une petite statue, avec des copeaux. Voilà, ça c'est nouveau pour nous de travailler sur ce type de projet. On travaille aussi avec la quincaillerie. Enfin, on a ça qui arrive là prochainement. Et puis le confort aussi, parce que si je prends l'exemple d'un poêle à granules par exemple, c'est technique mais pas que. S'il est joli, ça nous arrange aussi. Donc voilà, différents nouveaux rayons sur lesquels nous allons être amenés à travailler. Alors, tu disais que dans les missions du bureau de style, c'était aussi travailler sur la communication, l'inspiration, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des jolies collections, on n'a pas tout gagné si on ne les montre pas de la meilleure des façons possibles à nos clients. Donc là, on intervient auprès des services dédiés. Donc ça va être les services communication, les gens qui vont vraiment construire les guides d'inspiration qu'on fait, ou ça va être les gens qui travaillent sur les supports digitaux. Ça peut être aussi les merchandisers qui construisent l'assemblage produit en magasin. Et en fait, là, on va les accompagner pour leur expliquer comment on a conçu les choses, à partir de quelles tendances et comment on souhaite que ça atterrisse sur les différents canaux de distribution, pour que ça parle aux clients et que l'histoire de départ vive le plus longtemps possible. Alors que ça atterrisse sur les différents canaux de distribution, ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire un canal de distribution, c'est un moyen de distribution. Donc on va dire qu'en gros, pour que ça atterrisse aussi bien en magasin que sur le web. D'accord, ok. Alors, une autre des missions du bureau de style, j'ai noté tout à l'heure, tu disais que c'était de la formation. Comment c'est vrai ça que tu relais, tu présentes ton travail auprès des collaborateurs ? Alors, ça, c'est une partie super importante parce que là, c'est pareil. Une fois que nous, on a identifié les tendances, si on n'est pas capable de les partager de façon accessible avec des collaborateurs qui ont plein de savoir-faire et de savoir-être, mais qui parfois ne sont pas particulièrement sensibles à l'esthétique, on aura perdu. Donc, on a développé des outils internes. Alors, il y a des outils connus et communs à beaucoup d'entreprises. Type, on va utiliser des moodboards, donc j'en parlais tout à l'heure. C'est des associations d'images et de mots-clés. On va parfois utiliser la vidéo qu'on va décoder en expliquant les tendances, de quel contexte ça sort, pourquoi, qu'est-ce que ça comporte, ça repose sur quoi. On essaye toujours de citer des références artistiques, des références culturelles pour que nos collaborateurs puissent, entre guillemets, contextualiser ce qu'on leur présente. Et puis, on a fait quelque chose aussi d'un peu nouveau, en tout cas pour moi ça l'était, c'est qu'on s'est dit, pour rendre ces tendances très accessibles, on va construire des ateliers. Et lors d'un brief tendance, on a fait des ateliers sur les 5 sens. Alors, très ludique, mais Leroy Merlin est une société où on se donne le droit de s'amuser aussi de temps en temps. Donc, on a fait des ateliers où on a proposé aux collaborateurs, à travers par exemple un blind test, en plongeant la main dans des bocaux, de toucher des matières, de les raccrocher aux tendances qu'on leur avait présentées le matin sous forme de moodboard et de vidéos. Alors on les a mis en équipe, évidemment, il y avait un enjeu, il y avait quelque chose à gagner à la fin. Ça créait des interactions au sein des équipes parce que du coup ils devaient échanger autour de leurs convictions et décider quelle était la bonne réponse. On leur a fait, alors ils auraient eu envie de les goûter, mais on leur a pas fait goûter, mais on leur a montré des aliments. Alors on a choisi des beaux petits gâteaux, une plaque de chocolat qu'on avait mis sous cloche et ils devaient pareil raccrocher chaque aliment à un des thèmes présentés le matin. Donc voilà, type d'atelier ludique qu'on a mis en place pour justement toucher les collaborateurs et donner du sens à ces thématiques qui parfois, quand on n'est pas dedans, peuvent sembler un peu perchées, un peu lointaines. On essaye de les rendre accessibles. Mais c'est pour sensibiliser tous les salariés Leroy Merlin ou seulement les chefs de rayon, je ne sais pas comment on dit ?
là, l'exemple que je cite a été fait auprès plutôt des collaborateurs services centraux. On pourrait très bien imaginer de faire la même chose avec les collaborateurs magasins. Ce sera peut-être une prochaine étape. Pour le moment, on intervient de deux façons. On intervient en amont des créations de collections sous forme de brief tendance, donc comme je l'expliquais, avec les services internes. Et on intervient aussi auprès des magasins, mais là, à un autre moment, juste avant l'implantation magasin. Et là, on fonctionne sous forme d'atelier où on met en scène nos collections et on leur explique. C'est-à-dire que, alors en général, il y a beaucoup de monde, on prend un micro, on déambule dans les espaces et on leur décode les choses. Là aussi, pour donner du sens et pour qu'ils aient un minimum de bagages dans la compréhension des thématiques et surtout après pour pouvoir accompagner les clients. Mais est-ce que, je vais te titiller avec cette question, est-ce que ça les intéresse ? C'est-à-dire, tu t'as dit que le bureau de style a 2 ans, mais tu as certains salariés qui sont là depuis quand même très longtemps. Comment ils ont perçu ton arrivée ? Alors, c'était un peu une question que je me posais en arrivant. Honnêtement, de manière générale, l'ensemble des collaborateurs s'est montré plutôt très enthousiaste à la création de la cellule style. On a vite eu des promoteurs avec lesquels on a commencé à travailler. Je me suis dit, démarrons avec tous ceux qui sont partants. Et puis, en fait, les résultats obtenus sur ces marchés ou ces rayons ont permis de convaincre ceux qui auraient peut-être été un petit peu plus réfractaires. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on a plutôt tendance à crouler sous les demandes, tout marché, tout service confondu, et c'est plutôt très encourageant. Mais toi tu fais des recos, mais qui a le dernier mot ? Le style, pour une cohérence Leroy Merlin, ou chaque chef de rayon fait bien ce qu'il veut ? De manière générale, chez Leroy Merlin, les magasins ont une très forte autonomie. Et le chef de rayon, il est libre de beaucoup de choses. Moi, j'ai fait le choix de positionner le bureau de style comme un pôle de compétences au service d'eux. C'est-à-dire que nous sommes à disposition de tous au sein de l'entreprise, mais on n'impose rien à personne. D'abord parce que c'est pas l'état d'esprit de l'entreprise, où la prise d'initiative et l'autonomie de chacun priment, mais aussi parce qu'il a fallu prendre en compte la spécificité de l'entreprise. Pour avoir passé des années avant dans le monde du prêt-à-porter, honnêtement, créer un service style au sein d'une enseigne dite historiquement de bricolage, ça n'a rien à voir avec créer un service style dans une enseigne de prêt-à-porter. Donc, il a vraiment fallu être à l'écoute, trouver le bon mode de communication et savoir proposer sans jamais rien imposer. 2 ans plus tard, je suis convaincue que c'est plutôt une très bonne façon de fonctionner et que c'est vraiment l'association des compétences style, certes, mais aussi business, donc par exemple les chefs de produits, et terrain, qui font le succès des collections. Donc c'est en aucun cas le style qui décide tout seul. Mais vous êtes combien au bureau de style ? En fait, on est 3 et on a des designers répartis au sein de tous les rayons. Donc, avec qui, toi, tu travailles au quotidien ? Quels sont les métiers ? Alors, beaucoup de monde. On travaille avec les chefs de produits sur la construction de collections. On travaille avec un métier qu'on appelle les merchandisers sur l'atterrissage des collections en magasin. On travaille avec les responsables digitaux pour justement aussi montrer nos tendances et nos assemblages produits sur le site internet. On travaille beaucoup avec le service communication. Alors, on travaille aussi bien avec la personne qui s'occupe des relations presse que avec les community managers. On travaille aussi avec les magasins, main dans la main avec les magasins. Et on travaille, quand on est dans une enseigne comme Leroy Merlin, avec beaucoup de prestataires externes. Donc on est aussi en contact avec beaucoup d'agences à l'extérieur, que ce soit agences de communication, de publicité, de digital, beaucoup d'interlocuteurs. En fait, en arrivant, quand j'ai écrit un peu la feuille de route du service style et la stratégie, on a posé d'avoir 3 personnes dans le bureau de style plus les designers, et on a aussi posé de s'entourer d'un pôle d'experts en freelance. Et du coup, j'ai constitué c'est pas une équipe puisque c'est pas de l'interne, mais en tout cas, on a notre réseau d'experts sur différents sujets. C'est-à-dire que dans ce pôle de freelance, il va y avoir aussi bien des architectes que des paysagistes, des infographistes, plein de types de métiers différents qui, selon le sujet qu'on va adresser, vont être le bon interlocuteur pour travailler main dans la main. Ok. Alors toi, Amandine, est-ce que tu es manuel, bricolo ?
Bricolo, non. Manuel, oui. J'ai longtemps confectionné par exemple des bijoux. J'ai toujours aimé ce qui était manuel. Mais surtout, je dirais que je suis curieuse de tout et que j'ai toujours été passionnée par la décoration. Je pense que la première fois que j'ai été abonnée à Elle Déco, je devais avoir 15 ans. Donc voilà, c'est surtout ce côté passionné de déco. Est-ce que c'est un critère de recrutement chez Leroy Merlin d'être, j'en reviens à mon côté manuel bricolo? Il me semble que c'est un petit plus, on va dire, mais c'est pas un critère essentiel. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'une fois à l'intérieur de l'entreprise, on attrape facilement le virus du projet et du make it, donc un peu bricolo quelque part. En fait, il y a un tel dynamisme et on baigne tellement dans un univers créatif qu'il y a vraiment de nombreux collaborateurs qui soit mènent des projets de rénovation à titre perso, soit créent de leurs mains des réalisations pour leur intérieur. Il y a vraiment comme ça quelque chose qui flotte dans l'air et qui invite à être de plus en plus bricolo. Toi, tu palpes quand même sans cesse les tendances, les nouveautés. Est-ce que du coup, ça t'incite à changer souvent ta déco ? Oui et non. Oui, c'est très tentant, mais ça me faisait la même chose quand je travaillais en prêt-à-porter. J'avais envie de renouveler ma garde-robe tous les 6 mois. Bon, là, c'est un peu ça, sauf que c'est pas la même implication en termes de budget, de changer, son intérieur. Après, pourquoi je dis oui et non ? Non, parce que ma déco, mon intérieur, c'est aussi et d'abord, je pense, le reflet de ma personnalité, qui, elle, ne change pas tous les 6 mois. Et aussi parce que en général, j'aime beaucoup être à l'écoute du lieu. Donc, si c'est une maison, être à l'écoute de la maison ou de l'appartement et d'aménager ma déco plus par rapport à l'âme de la maison, à son histoire, que par rapport à la tendance qui change tous les 6 mois, peut-être aussi parce que je suis un petit peu trop dedans. Alors des fois, j'ai des copines qui viennent chez moi qui me disent « Mais quoi, comment tu n'as pas le vert du moment sur tes murs ?» Parce que je suis plutôt fan des tons doux et lumineux. Alors des fois, ça les surprend, mais en fait, je pense que je baigne tellement dedans que j'ai besoin de faire une maison qui me ressemble et qui ne ressemble pas aux tendances. Et en parlant des tendances, tout à l'heure, tu disais qu'elles étaient celles de l'hiver. Toi, qu'est-ce que tu vas acheter, par exemple, comme produit concrètement pour être tendance ? Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Alors, je dirais que cet hiver, le petit achat facile qui va donner la touche hiver 2020-2021, ça va être peut-être des coussins en bouclette pour la petite tendance 70. Un coussin en bouclette, écru, cognac ou peut-être vert sapin. Ça fera l'affaire. Ouais. Quelle est la pire erreur déco pour toi, ou plutôt la plus grosse faute de goût ? Très spontanément, moi je répondrais. Pour moi, la faute de goût, c'est de plagier la déco de quelqu'un d'autre ou d'imiter une tendance. Je suis toujours très perturbée quand je rentre dans des intérieurs où je trouve qu'on sent davantage le produit qu'il faut avoir ou la tendance Instagram du moment que l'âme et l'univers de la personne qui y vit. C'est un truc, ça me chagrine, mais bon voilà, ça existe aussi. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Tu parlais tout à l'heure de Neu-les-Mines, qui est une ville à côté de Béthune. Attention, j'ai fait des recherches. Donc, c'était le berceau des magasins Leroy Merlin. Aujourd'hui, c'est une ville qui est très connue. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que ce serait pas parce qu'il y a une piste de ski ? Ouais, c'est ça. Exactement. Elle propose une piste de ski artificielle. Sur les terrils. Voilà. C'est la 2e plus grande d'Europe. Avoir du style, en langage Jones, c'est avoir le swag ou avoir le seum ? Alors là, colle totale. J'ai passé ce stade, et j'ai pas encore d'ado qui m'aiguille là-dessus. Ah, Joker, voilà. j'appelle un ami. Ouais, alors avoir le swag, c'est avoir le style. Avoir le seum, c'est quand c'est le blues, c'est la loose. D'accord, donc le swag, c'est mieux. Voilà. Et toi, tu t'occupes des tendances, mais à la base, Leroy Merlin, c'est quand même un grand magasin de bricolage. Alors, est-ce qu'il vaut mieux savoir planter un clou, mais ne pas avoir de style, ou avoir un look sympa, mais ne pas savoir changer une ampoule ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Honnêtement, pour m'être lancée dans plusieurs projets de rénovation, avec un entourage pas forcément bricoleur, je dirais qu'il vaut mieux savoir planter un clou qu'avoir du style. Et pour tout se dire, j'encourage mes enfants à prendre des cours de bricolage, parce que je pense que c'est utile. Super. Bon, merci beaucoup, Amandine. De rien, Hortense, c'était un grand plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story.
Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.